Bonjour, aujourd'hui, dans ce Fait entrer l'invité, nous allons revenir sur la crise entre le Maroc et l'Espagne. C'est demain, 1er juin, que devrait témoigner, mais seulement peut-être par visioconférence, le chef du Polisario accusé d'enlèvement, séquestration, torture et crimes de guerre. Il est poursuivi par des tribunaux et des citoyens espagnols. Il est à l'origine de la crise entre Rabat et Madrid, après son accueil par l'Espagne sous une fausse identité. Son entrée sur le territoire européen avec de faux documents et sans en informer les autorités marocaines. Et pour le Maroc, c'est une trahison de l'Espagne, pays partenaire de longue date, lié par des partenariats stratégiques et économiques importants. Jeudi dernier, une importante réunion s'est tenue à Rabat avec l'ensemble des partis politiques marocains représentés au Parlement. Le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, a présenté un exposé sur les derniers développements qu'a connu cette crise depuis la première réunion du 8 mars dernier. Tous ont condamné les tentatives visant à faire dévier le débat sur les motifs réels de la crise. Avec nous pour en parler, un spécialiste des relations Europe-Afrique, Emmanuel Dupuis. Il est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, un think tank spécialisé sur les questions de défense et de sécurité, notamment dans une perspective euro-africaine. Il est également spécialiste des questions de sécurité européenne. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Emmanuel Dupuis, c'est une crise que vous suivez de près. Est-ce que vous la qualifieriez des plus graves ? Alors, elle pourrait s'aggraver. Elle pourrait aller vers des ruptures totales des relations diplomatiques. D'ailleurs, l'ambassadrice d'Espagne, du Maroc en Espagne, Karima Ben Yaïch, a redit évidemment qu'il restait encore un pas qui n'a pas été franchi, donc la rupture totale, là évidemment occasionnant non seulement une crise politique, une crise économique, mais une crise sociale également, eu égard aux nombreuses coopérations et aux nombreuses va-et-vient entre Al Geriras et Tanger, par exemple, ou tout simplement entre deux partenaires indispensables, puisque l'un et l'autre sont consubstantiels dans leur façon de concevoir le Sud ou leur entrée vis-à-vis du continent européen. Il faut quand même rappeler à vos auditeurs que l'Espagne est devenue le premier partenaire économique du Maroc en 2013, supplantant la France, avec près de 12 milliards d'euros en termes de balance commerciale, à la fois exportation et importation. Le roi Philippe VI, lors de sa dernière rencontre avec le roi Mohamed VI, a évoqué l'objectif de doubler cette somme vers le chiffre de 24 milliards d'euros, bien sûr, en partant du principe que la France est derrière, mais quand même loin derrière, avec seulement un petit peu moins de 10 milliards d'euros. Donc bien sûr, cette crise pourrait s'aggraver, elle pourrait d'autant plus s'aggraver que les explications un peu hasardeuses, si vous m'autorisez l'expression, de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, auquel faisait référence Karima Ben Yaïch, n'ont pas convaincu les autorités marocaines. Nasser Bourita l'a rappelé lors de 2 prestations télévisuelles et radiophoniques en France, sur l'antenne d'LCI et de la radio européenne. Elle pourrait s'aggraver si, par hasard, comme vous l'évoquez, Brahim Ghali, le chef du Polisario, toujours hospitalisé à Logroño, disparaissait subrepticement, comme il est apparu en catimini, sous les radars, avec potentiellement une nouvelle dérobade, celle qui évidemment serait aux yeux de la justice espagnole encore un pied de nez, puisque la plus haute autorité judiciaire espagnole, l'Audiencia nationale espagnole, saisie par 3 entités, notamment constituées de citoyens sahraouis, à la fois réfugiés aux Canaries et sur le territoire espagnol, avait accusé Brahim Ghali en 2006 de crimes imprescriptibles et non des moindres, séquestration, torture et viol. Donc évidemment, si l'audience en virtuel, comme on a coutume, en distanciel plutôt, comme on a coutume de le dire, ne se déroulait pas, d'ailleurs, le numéro 2 du Polisario a laissé entendre qu'il n'y aurait pas, que le chef de Brahim Ghali ne s'y souscrirait pas. On est effectivement à l'aune d'une crise qui ira
en s'aggravant, mais qui impliquera là pour le coup de nouveau un troisième acteur qui apparaît masqué, ce qu'est l'Algérie, puisque le chef du Polisario, secrétaire général du Polisario, est rentré sur le territoire espagnol avec un faux passeport, en tout cas un passeport diplomatique algérien, donc faux parce qu'il n'a pas de la nationalité algérienne du reste, et bien évidemment avec les moyens mis à disposition par le gouvernement espagnol, puisqu'il s'agissait d'un avion de la présidence, gouvernement algérien, pardon, parce qu'il s'agissait d'un avion de présidentiel algérien. Pourquoi, à votre avis, Emmanuel Dupuy, pourquoi les Européens ne se manifestent pas plus? C'est pourtant un homme recherché par la justice espagnole. Alors, les Européens n'ont pas forcément à davantage se manifester sur cette affaire, pour plusieurs raisons. C'est une affaire qui concerne l'Espagne en priorité, puisque les citoyens ont saisi la justice espagnole. Donc c'est avant tout à la justice espagnole et aux autorités politiques espagnoles à se mettre en conformité avec leurs droits moraux et l'exigence d'une certaine forme de démocratie qui fait que des citoyens de leur propre pays, du reste, puisqu'ils étaient réfugiés, ayant pour partie d'entre eux la double nationalité, exiger donc réparation, justice, ou en tout cas le début d'une enquête, encore une fois, sur des crimes, je le rappelle, qui sont imprescriptibles, donc qui doivent être jugés, favorablement ou défavorablement, c'est pas la question, mais qui doivent être jugés. Deuxième élément, le fait que les pays européens ne s'immiscent pas dans cette crise-là en particulier, on parlera sans doute aussi de la crise migratoire. Mais, attendez, excusez-moi, je interromps. Donc là, on ne réagit pas sur l'origine de la crise. En revanche, et vous l'avez suivi tout comme moi, et le Maroc estime d'ailleurs que l'opinion publique européenne a été induite en erreur, on tire à boulet rouge, en tout cas pour certains médias européens, on tire à boulet rouge sur le Maroc, l'accusant d'avoir ouvert les vannes, ouvert les frontières aux migrants, chose à laquelle d'ailleurs le Maroc, par la voix de son chef de la diplomatie, a répondu en expliquant à quoi le Maroc était confronté quotidiennement avec des chiffres à l'appui. Donc en fait, tout a été dévié sur la crise migratoire, mais en revanche, on occulte l'origine même de cette crise. Alors c'est là où effectivement il y a une vraie contradiction. Mais après tout, l'Union européenne n'en est pas à sa première contradiction, notamment en ce qui concerne la question migratoire. Silencieuse vis-à-vis de la question sous-jacente de l'hospitalisation du chef du Polisario donc sur le territoire espagnol par rapport à la question du Sahara, et précisément relancée par la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara le 10 décembre dernier. Donc là, effectivement, il n'y a pas eu ni consensus ni un positionnement européen. Par contre, il y a eu sans doute avec certitude, donc littéralement de la part du gouvernement espagnol, la volonté d'européaniser la réponse par rapport à la crise migratoire, et notamment le départ de 8000 migrants du président de Ceuta, et évidemment mettant en avant la non-réponse du gouvernement espagnol, ou pas la réponse pas suffisamment prégnante du gouvernement espagnol, et il faut aussi le rappeler, l'efficacité des services marocains, puisque sur les 8000 migrants qui avaient finalement traversé la frontière, une bonne partie a été renvoyée ou a été rapatriée en territoire marocain. Et effectivement, vous avez raison qu'il y a une sorte de double standard ou de double jeu. La commissaire européenne, la commissaire suédoise, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a critiqué la position marocaine, donc soutenant la position de fermeté espagnole. Son homologue grec, néanmoins vice-président de la commission chargée, je cite, de la protection du mode de vie européen, Margaritis Skinas, en a rajouté une couche, si j'ose dire, et évidemment, les Européens ont été assez prompts à dire que l'Espagne a raison de critiquer l'attentisme, du moins la stratégie, je crois que c'était les mots qu'avait utilisé Pedro Sánchez, le Premier ministre, sur l'utilisation de la question migratoire à des fins diplomatiques, en oubliant que quand il s'agit de faire la même chose, ou en tout cas quand il s'agit dans un autre contexte, dans un autre cadre géographique, en l'occurrence en Méditerranée orientale, avec le président turc, qui, lui, reçoit beaucoup plus d'argent pour s'occuper de la question migratoire, c'est là où sans doute il y a aussi, comparaison n'est pas raison, mais quand même à attirer l'attention sur le fait que
l'Union européenne a tort de critiquer le Maroc eu égard à la modicité des sommes qu'elle octroie au Maroc pour aider à la lutte contre la criminalisation migratoire ou de la migration clandestine, pas plus de 300 millions d'euros par an, alors même qu'elle donne, ou qu'elle promet plutôt, ou qu'elle a promis entre 2016 et 2026 de donner à la Turquie 6 milliards d'euros. Donc je pense que, encore une fois, comparaison les paraisons, et il faut avoir à l'esprit que l'argent que donne l'Union européenne pour ce faire est nettement en deçà de l'implication réelle du Maroc ou de la facture que le Maroc utilise pour lutter, donc comme je le disais, dans la lutte contre l'immigration clandestine, puisque Nasser Bourita l'a rappelé lui-même, il y a une semaine de cela sur les antennes françaises, le Maroc consacre bien plus que les 300 millions qu'on lui accorde, cette somme ne représentant de son aveu que 20% de la somme globale, ce qui fait à peu près 1,8 milliard d'euros que le Maroc consacre à la lutte contre la criminalisation organisée. Donc il y a effectivement de la part des Européens de nouveau une sorte de consensus mou pour dénoncer l'inaction des pays voisins et pourtant des pays partenaires dans la lutte contre la migration, avec une volonté peut-être de masquer l'incapacité européenne à créer un réel consensus sur la question migratoire. On sait qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes visions, la Hongrie, la Slovaquie, un certain nombre de pays de ce qu'on appelle l'Europe centrale et orientale, qui ont des politiques beaucoup plus rigoristes que les pays du Sud, nommément l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie et la Grèce. C'est peut-être aussi oublier que l'Union européenne, malgré sa volonté d'être présent sur le dossier migratoire, n'a créé une agence dédiée à cette question qu'en octobre 2004, et encore sous une forme lilliputienne balbutiante appelée Frontex, qui s'est transformée seulement en octobre 2016, donc 12 ans plus tard, en une agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, avec un budget absolument ridicule, 460 millions d'euros l'année dernière, pas plus de 315 personnels, alors que Europol nous a rappelé l'année dernière que l'argent que exploitaient les organisations criminelles, les mafias, bref, la cartélisation autour des questions migratoires avait rapporté aux passeurs et donc aux organisations criminelles pas loin de 4,5 milliards d'euros. Donc on voit bien que l'Europe cherche à masquiller aussi son incapacité. 4 milliards et demi. C'est énorme. 4,5 milliards d'euros contre 460 millions d'euros que l'Europe met entre guillemets, à disposition pour lutter contre ce fléau. Donc, effectivement, l'Europe a beau jeu et d'une certaine façon, dans sa raison, utilise l'argument selon lequel les partenaires de sa politique européenne de voisinage, qui a été, entre guillemets, toilettée, c'est le terme consacré en novembre 2015, ne font pas le travail. Encore une fois, c'est oublier les 20 000 forces de sécurité marocaines mises à disposition pour lutter contre cette criminalisation des migrations, c'est oublier les 8000 cellules de criminels migratoires qui ont été démantelées par les services de renseignement et la Direction générale de la Sûreté nationale, ou les 14 000 tentatives de migration, et précisément les 80 tentatives de migration sur le préside de Ceuta qui ont été empêchées ou arrêtées par les forces armées et les forces de police et les forces de sécurité en général marocaines. C'est oublier enfin les 9000 fiches, data, informations que les services de renseignement et les services de sécurité espagnols prodiguent à leurs partenaires dans cette lutte contre la criminalisation et plus précisément avec l'Espagne. Alors c'est important, tous ces chiffres que vous avez rappelés, et j'ai une question claire, Emmanuel Dupuis. À votre avis, est-ce que le Maroc a eu raison, avec les événements de Ceuta, du préside occupé de Ceuta, de tirer en quelque sorte la sonnette d'alarme en disant, parce que le message était aussi clair, certes les images ont choqué tout le monde, mais de dire, voilà, si on ne faisait pas de notre côté notre travail en termes
de lutte contre la migration clandestine, voilà ce qui se passerait. Est-ce que vous pensez que le Maroc a eu raison de le faire en montrant en fait à toute l'Europe, voilà, si le Maroc n'était pas mobilisé chaque jour, voilà ce qui se passerait, et de montrer ça surtout comme une alerte à son partenaire. Vous rappeliez tous les engagements entre le Maroc et l'Espagne depuis des décennies, des partenariats stratégiques. Est-ce que ça a été ça le message ? Le Maroc a eu raison, et par la voix de son ministre des Affaires étrangères notamment, de le rappeler, et de le rappeler, donc je reprends mon propos, à bon escient, à bon entendeur, s'entend, et évidemment dans la bonne temporalité, pour rappeler que la question migratoire n'est pas une question qui est derrière nous. Nous sommes certes très loin des 1,5 million de migrants qui avaient traversé la Méditerranée à travers 3 faisceaux, dont le faisceau occidental, entre le Maroc et l'Espagne, le faisceau central entre la Tunisie, la Libye, Malte et l'Italie, et le faisceau oriental avec les îles grecques et la Turquie, et notamment à travers le fleuve Evros, donc matérialisant la frontière entre la Turquie et l'Union européenne, et plus précisément entre la Turquie et la Grèce. On est loin, encore une fois, comme je le disais, des chiffres de septembre 2015, 1,5 million. L'année dernière, peu ou prou 100 000 personnes ont traversé la Méditerranée. C'est déjà beaucoup. Et bien évidemment, je ne minore pas les victimes. 2600 personnes ont trouvé la mort l'année dernière en traversant la Méditerranée, ce qui fait qu'à peu près, depuis une vingtaine d'années, près de 25 000 personnes ont trouvé la mort en traversant la Méditerranée. Donc oui, la question mérite encore d'être posée et mérite surtout d'être mise en exergue, non pas dans une logique de comparaison, mais dans une logique de mutualisation. La question migratoire est une question transcontinentale, mais c'est aussi une question qui implique en particulier les pays africains eux-mêmes. Et je crois que c'est là aussi la raison pour laquelle le Maroc a eu raison. Premièrement, de rappeler que le Maroc est fortement engagé dans une approche endogène, ou on pourrait dire panafricaine, légitimée par le retour en janvier 2017 du Maroc au sein de l'Union africaine. Le frère du roi, Moulay Rachid, lors du 21e sommet des chefs d'État de l'Union africaine en juillet 2017, avait présenté une feuille de route à la demande donc de ses pairs et des autres pays membres de l'Union africaine. Cette feuille de route, cette vision endogène qui s'appelait Vision pour un agenda africain pour la migration, j'ose le présenter sous forme d'une vision un petit peu plus douce, une forme d'acceptation d'une coopération, ou de la nécessité plutôt de mettre en avant la nécessité d'une coopération plus forte entre pays africains, avait été présentée lors du 5e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu à Abidjan en novembre 2017. Donc oui, le Maroc est fortement engagé sur cette question. Elle l'est au niveau africain, je viens de le rappeler, elle l'est au niveau international. Il faut avoir à l'esprit qu'à ces deux événements a succédé la tenue à Marrakech et la signature du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui s'est finalement soldée par la ratification littéralement exceptionnelle de 159 sur 193 États à l'ONU, ce qui a d'ailleurs donné une résolution onusienne. Et il faut aussi avoir à l'esprit que le Maroc joue parfaitement la coopération en créant par exemple un observatoire africain d'immigration. Tout à fait, c'est là où je voulais en venir, c'est la question que je voulais vous poser, parce que là où le bas blesse, on se dit que tout est rejeté d'un seul coup et que toute la politique mise en place, ne serait-ce que politique il y a l'observatoire de la migration, mais il y a aussi tous les migrants qui ont été régularisés avec une véritable feuille de route, une politique justement migratoire. Disons que l'Espagne cherche à occulter les réalisations que vous évoquiez, c'est vrai, il faut l'avoir à l'esprit. D'ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme marocain le rappelle, la régularisation de 24 000 personnes sur les 29 000 ressortissants africains sur le territoire marocain, la plupart sans papier, pas loin de 113 nationalités, il faut le rappeler. Cette initiative a été faite de longue date, ça remonte à 2018. C'est vrai que l'Espagne aurait pu ou aurait dû le prendre pour argent comptant, s'y appuyer. D'ailleurs, cette crise ce qu'on appelle maintenant le Galley-Gate a eu un effet, hélas, direct, l'annulation du conseil bilatéral consacré à la question migratoire qui devait conforter l'expérience de cet observatoire africain d'immigration. Je rappelle
peut-être aussi pour vos éditeurs, que le Maroc et l'Afrique font beaucoup mieux que l'Europe, car ils ont décidé dans un laps de temps très court, entre le discours de Moulay Rachid en juillet 2017 et la création de cet observatoire le 12 décembre 2020, 3 ans pour créer un observatoire qui n'existe pas au niveau européen, car il n'y a pas de consensus européen pour créer cet outil statistique permettant effectivement de comprendre la sociologie, l'anthropologie de la question migratoire, qui évidemment touche le continent africain, mais qui est un phénomène mondial. Donc c'est vrai que l'Espagne se tire un peu une balle dans le pied en ne s'appuyant pas sur cette expertise et en ne pouvant pas bénéficier donc des coopérations attendues et en tout cas proposées par le Maroc. J'y vois aussi alors, excusez-moi, Emmanuel Dupuy, il est peut-être important aussi de rappeler à nos éditeurs que cette crise intervient dans un contexte politique en Espagne qui est tendu. Alors oui, et il est particulièrement tendu, et je pense d'ailleurs même qu'il va sans doute provoquer la chute du gouvernement un peu hétéroclite de Pedro Sánchez, qui a gagné de très peu les élections, enfin qui est sorti plus ou moins vainqueur, disons-le comme ça, des dernières élections législatives de novembre 2019, avec un aéropage de partis, le Parti socialiste espagnol, dont il est le secrétaire général, le Parti socialiste catalan, qui est son partenaire, et puis bien évidemment le parti d'extrême gauche, le parti Podemos, dirigé jusqu'à présent par Pablo Iglesias Turion. Bref, ce montage politique bat de l'aile. Il bat d'autant plus de l'aile, non pas qu'il soit seulement fragilisé par le Galligate, c'est qu'il a perdu les dernières élections régionales du 4 mai dernier avec une victoire éclatante du parti d'opposition jusqu'à présent et sans doute du parti au pouvoir s'il y avait de futures élections législatives, le Parti populaire dont le président Pablo Casado a lui-même rappelé très très vite que le président le secrétaire général du Parti socialiste espagnol, le Premier ministre Pedro Sánchez, avait commis une erreur politique, lui demandant d'ailleurs des comptes devant les Cortes. Pablo Casado a d'ailleurs très vite pris langue avec les partis gigognes ou les partis frères, si on peut s'exprimer ainsi, côté marocain. Je pense à l'Istiklal de Nizar Baraka ou au RNI de Aziz Saknouch, montrant que, évidemment, ou en leur témoignant de la sincérité des relations entre le Maroc et l'Espagne. Je crois d'ailleurs que l'ancien ministre espagnol du même parti que Pedro Sánchez, José Luis Zapatero, dans une interview il y a quelques jours, qui fut Premier ministre entre 2004 et 2011, a dit lui aussi que s'il était encore à la Moncloa, c'est-à-dire au siège du gouvernement espagnol, il n'aurait pas accepté l'accueil en catimini ou provoqué ou à la demande des autorités espagnoles. On voit bien qu'il y a sans doute au sein de la gauche espagnole, et plus précisément de l'extrême gauche espagnole, Pedro Sánchez est sans doute pris aux entournures avec des partis politiques qui l'ont sans doute un peu amené dans ce piège, qui consiste évidemment à ce que ces partis aient traditionnellement des accointances, des affinités avec la mouvance Polisario, qui, malheureusement pour Pedro Sánchez, est en train de le fragiliser au point où sans doute devra-t-il s'expliquer. Il ne l'a pas fait devant encore totalement, ou en tout cas avec la pleine certitude ou la pleine conviction que cela ne se transforme en crise politique espagnole. Il devra en tout cas le faire si vraisemblablement, comme tout le monde le suppose, des nouvelles élections législatives ont lieu. Je termine mon propos en disant césure entre le Parti socialiste espagnol et les partis qui le soutiennent, encore une fois, qui le soutiennent un peu péniblement, mais surtout césure au sein du Parti socialiste espagnol lui-même, avec des ministres dans le propre gouvernement de Pedro Sánchez, qui n'étaient pas forcément tous au diapason. Je pense notamment à la ministre de la Défense, Margarita Robles, ou le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, qui ont tous dit, à demi-mot, et d'ailleurs se singularisant avec la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, que l'Espagne devait effectivement trouver les moyens de parler avec Rabat et non pas de se claquemurer dans une opposition frontale en disant « nous avons raison et ils ont tort ».
Voilà, alors ça c'est le contexte politique actuel en Espagne. Qu'en est-il, Emmanuel Dupuy, de la société civile, de l'opinion publique espagnole? Quel est son regard? Comment elle vit cette crise euh, en ce moment? Parce que nous parlons de deux pays très proches, deux pays voisins qui ont des relations depuis X années. Comment réagissent les Espagnols? Alors, écoutez, les Espagnols, pour l'instant, ils ne sont pas totalement impliqués dans cette crise qui, pour l'instant, est une crise qui implique les autorités diplomatiques, ou en tout cas qui s'expriment à travers des canaux diplomatiques traditionnels, avec encore une fois une montée en puissance qui consiste à ce que un ambassadeur soit rappelé et que, bien évidemment, les deux ministres des Affaires étrangères ne s'entendent pas ou n'acceptent pas la position de l'un comme de l'autre. Là où l'on a une sorte de succès d'année de la réaction de la société civile espagnole, c'est quand Pedro Sánchez se rend à Ceuta et qu'il est hué par ses propres concitoyens. On a vu ces images, en effet. Dilution de la légitimité. Il n'a jamais vraiment eu une légitimité très populaire, le Premier ministre espagnol. Par contre, là où il y aura sans doute des difficultés, me semble-t-il, insurmontables, c'est qu'il ne jouit plus d'une forme de statu quo politique qu'il avait maintenu qu'à un quart au pouvoir depuis 2019 à Madrid, mais surtout, il s'est arc-bouté dans des postures beaucoup plus dures vis-à-vis des indépendantistes, un peu moins basques et surtout catalans, qui lui seront aussi fatales. Une des raisons pour lesquelles le gouvernement espagnol a tenté l'européanisation du dossier, ou en tout cas la mobilisation extérieure pour donner l'impression que le gouvernement espagnol a raison et donc de facto pour montrer à l'opinion publique espagnole que l'Espagne n'était pas seule, vient du fait que le haut représentant pour la politique étrangère est espagnol, et c'est un élément très important. Josep Borrell est un ancien ministre des Affaires étrangères espagnol. L'épouse de Josep Borrell est la présidente du Parti socialiste espagnol. Cela aussi a un peu perturbé le traitement. C'est pour ça que je vous demandais l'avis de l'opinion publique espagnole, parce qu'il y a de quoi s'y perdre dans tout ça. L'opinion publique espagnole a été biberonnée à l'idée selon laquelle les Européens sont en parfaite symbiose avec l'Espagne. Et donc, de facto, ou à cause de cet événement, ils ont raison de tenir ferme. Si vous m'autorisez aussi une petite incise, le fait que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ait littéralement osé proposer une médiation comme si on se trouvait dans une configuration de coup d'État ou dans une configuration de rupture de l'ordre habituel institutionnel. Donc, proposer une médiation entre le gouvernement espagnol, précisément entre sa collègue Arantxa González Laya et Nasser Bourita, me semble quand même d'une autre époque, voire très condescendant et surtout absolument illusoire et absolument inutile. Et donc, de ce point de vue, je pense très sincèrement que l'opinion publique espagnole, elle se rend compte que c'est une situation qui doit se régler de manière bilatérale. Le Maroc et l'Espagne sont dans une logique de partenariat stratégique et non pas d'adversité systémique. La question économique en est une, la question migratoire en est une seconde, la question du terrorisme. Le Maroc a permis à l'Espagne de déjouer un certain nombre d'attentats, encore il y a quelques semaines, en démembrant une cellule terroriste composée, donc, qui allait passer à l'acte, peut-être pas en Espagne, sans doute en France, donc d'une cellule de binationaux. Une dernière question, s'il vous plaît, Emmanuel Dupuy. On sait quelle peut être la sortie de crise, mais de ce que l'on entend, ce que l'on voit ici et là, le juge de l'audience nationale a déjà fait comprendre qu'il n'allait pas obliger, qu'il avait rejeté la requête des plaignants de décréter l'incarcération pour l'empêcher de retourner en Algérie. Je parle bien évidemment de l'origine de la crise. Comment on peut s'en sortir ? Je pense que l'on pourrait s'en sortir avec un changement de gouvernement en Espagne. Et d'une certaine façon... Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Ce serait la solution miracle. Si le Parti populaire et si Pablo Casado remplace Pedro Sánchez à la Moncloa, je suppose que le premier geste d'apaisement viendra de l'Espagne. En tout cas, ce serait logique que ce soit ainsi.
Mais vous avez raison, les élections législatives, si elles ont lieu, n'auront pas lieu tout de suite. On parle d'élections potentiellement anticipées à partir de l'automne prochain. Ensuite, vous pensez vraiment que Madrid va prendre le risque d'une, vous le disiez avec vos mots, d'une rupture réelle avec le Maroc ? Le risque en serait trop grand pour l'Espagne. Le Maroc et l'Espagne ont la même certitude que l'avenir d'une coopération équilibrée entre les deux continents passe par une transversale euro-méditerranéenne, euro-africaine, qui évidemment passe par la façade atlantique. L'Espagne a absolument plus à perdre que quiconque dans une rupture diplomatique avec le Maroc. Et puis j'ose dire pour un mot en conclusion, si tel était le cas, cela bénéficierait automatiquement à la France. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un peu un jeu de dupes, si vous m'autorisez l'expression, dans cette volonté de calmer les choses ou cette volonté de servir de médiateur, étant donné que la France a jamais vraiment accepté d'être coiffée sur le fil au poteau, en n'oubliant évidemment pas que la France entend aussi se réaffirmer en Afrique de l'Ouest et que bien évidemment le Maroc est sans doute un de ses partenaires essentiels. Pour résumer mon propos, je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin car la phase suivante de la relation très tendue entre les deux pays serait une rupture des relations diplomatiques et c'est vrai que ça paraît absolument impossible alors même que tout le monde se félicite que l'Union africaine soit enfin pleine et entière et alors qu'on essaye de rassembler les Européens au moins sur un certain nombre de valeurs pour éviter de nouvelles césures en son sein. Comment peut-on imaginer qu'après le Brexit, comment peut-on imaginer, alors que la France vient de célébrer la rupture, la fin des ruptures diplomatiques avec le Rwanda, que l'on puisse se féliciter que deux pays voisins géographiquement, sociologiquement, économiquement, puissent en arriver à envisager une rupture diplomatique. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, think tank spécialisé sur les questions de défense et de sécurité. Merci infiniment à vous de tous ces chiffres, détails et j'espère à très très bientôt. Vivre avec vous.